Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour la troisième vidéo dans laquelle on va parler de deux comics aujourd'hui parce que je suis d'humeur généreuse ou simplement parce que j'ai eu deux lectures marquantes cette semaine, qui sait. Donc aujourd'hui, on va parler de deux comics plutôt à thématique sombre et adulte, donc avec parfois un peu de violence, tout ça, vous êtes prévenus, c'est pas tout public aujourd'hui. Bon, ceci dit, la semaine dernière dans Aucune Tombe, c'était pas tout à fait joyeux non plus. Enfin bon. En tout cas, aujourd'hui, on commence par Beneath the Trees Where Nobody Sees, avec, une fois de plus, un accent fabuleux, par Patrick Horvat, ou Horvat, je sais pas comment ça se dit. Patrick Horvat, qui d'ailleurs est plutôt dans le monde du cinéma, d'habitude, et qui fait son premier comics avec Beneath the Trees. Très très bon premier comics d'ailleurs, et il va revenir dans le domaine du comics, puisqu'il va faire une suite. Et c'est une très bonne chose, je vous spoil tout de suite, j'ai beaucoup aimé, donc c'est une très bonne chose. C'est édité chez Ankama, dans une édition qui est franchement cool, avec un joli dos toilé vert, un petit signé aussi. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, je vois rien. Euh, Très chouette édition, avec un petit effet de fab sympa, avec du relief autour des feuilles, etc. Très chouette. Une très jolie couverture aussi au passage. Les couleurs attirent bien l'œil dans les magasins, et franchement, ouais, joli boulot sur l'édition. Alors déjà, de quoi ça parle? Beneath the Trees, ça parle de Samantha Strong. Ah oui, parce que juste petite précision d'abord, ce sont des animaux anthropomorphes les personnages là. Donc ça parle de Samantha Strong, qui est une jeune femme ours qui habite dans une petite ville américaine qui s'appelle Woodbrook. Petite ville américaine, ma foi, très cliché, très classique, où tout le monde se connaît. Elle tient la quincaillerie, donc évidemment elle voit toute la ville, tout le monde l'apprécie, tout le monde lui demande des nouvelles, etc. Enfin bon, bref, tout le monde se connaît. Petite ville américaine classique. Alors, le souci, c'est que Samantha, elle cache quelque chose. Samantha, c'est pas la gentille petite tenancière de la quincaillerie, c'est en fait une tueuse en série. Quand elle est prise de pulsion meurtrière, elle part dans la grande ville à côté, elle sélectionne quelqu'un au hasard, elle tient à ce que ce soit au hasard apparemment, elle le tue, le découpe et l'enterre dans la forêt sous les arbres. Tout le titre, vous l'avez? Après l'avoir enterrée sous les arbres, elle revient chez elle et elle reprend sa petite vie bien carrée, bien calme. Elle refuse de tuer à Woodbrook parce que, évidemment, dans une petite ville, tout se sait, et elle veut garder sa petite vie pépère en dehors de ces moments de tuerie, hein, voilà. Elle veut continuer à être la tenancière de la quincaillerie de la ville et vivre sa petite vie tranquille. Alors que bon, dans une grande ville, avec le chaos général, le nombre d'habitants, c'est plus facile de passer inaperçu. Et donc, elle revient d'un de ses meurtres, et le lendemain, dans la ville de Woodbrook, tout le monde s'aperçoit qu'un meurtre a eu lieu. Dans Woodbrook. Donc évidemment, Samantha, ça la met un peu sur les nerfs, parce que si une enquête est ouverte dans cette petite ville, alors qu'elle, elle est là, et qu'elle a son secret à garder, eh ben, des gens se rapprocheront probablement un peu trop de ce qu'elle veut pas qu'ils découvrent. Donc, forcément, elle va elle-même mener son enquête sur qui est le responsable du meurtre qui a eu lieu à Woodbrook. Tout ça, ça a été dit dans les vidéos trailers d'Ankama, etc. Il n'y a pas de spoil, c'est littéralement dans le... Ouais, c'est littéralement dans le synopsis derrière le bouquin, donc voilà. Je n'en montrerai pas plus que les 5-6 premières pages, je pense, parce que là, pour le coup, trop facile de spoiler. Et puis bon, ce serait dommage, c'est un peu la base du truc. Alors, qu'est-ce qui est cool dans ce récit? Bon, déjà, il y a un petit côté Dexter, évidemment, ça tout le monde l'a dit. Forcément, la tueuse en série, super carrée, super méthodique, qui se retrouve à devoir enquêter sur un autre tueur, bon, forcément, ça fait penser à Dexter. La comparaison s'arrête un petit peu là, honnêtement, parce que après, ça a sa propre personnalité, heureusement. Mais donc voilà, donc c'est très bien. Moi, il y a des choses que j'ai beaucoup aimé. Bon, déjà, les dessins sont excellents parce que Patrick Horvath, il a décidé de faire un, un style très enfantin, très pastel, très doux en fait. Je vous montrerai des planches là encore. Sauf que forcément, ça contraste énormément avec ce que ça raconte, parce que c'est violent, c'est sombre, c'est assez dur, parfois, notamment sur graphiquement, la violence, parfois, elle est... Ouais, il s'est pas retenu, quoi. Alors forcément, sur des petits animaux tout mignons, ça fait un peu bizarre.
Et c'est tout le contraste du truc qui fait que c'est d'autant plus accrocheur, en fait. C'est d'autant plus accrocheur parce qu'il se permet des trucs qui se seraient peut-être pas permis autrement, avec des personnages humanoïdes normaux. Et du coup, c'est intéressant, ça marche bien. Il y a aussi, évidemment, toute une réflexion sur est-ce que l'homme est un animal? Est-ce que en chaque humain, il y a une bête sauvage qui sommeille ou pas? Il y a des animaux normaux aussi dans l'univers de Ministre de Tris, donc du coup, ben, après son premier meurtre, on la voit regarder un ours un ours normal, un animal, quoi, et l'ours la regarde en retour, et du coup, ouais, là, assez sympa l'effet que ça fait, parce que du coup, nous, c'est très étrange de voir un ours anthropomorphe et un ours animal normal se fixer juste après que l'anthropomorphe elle ait massacré quelqu'un au hasard. Ça donne un côté très qui est le vrai animal dans l'histoire? Qui est la vraie bête sauvage en fait, hein, entre les deux? Bon, voilà. Et du coup, bon, bah forcément, c'est une réflexion sur la condition animale de l'homme, etc. Donc du classique, hein, on a déjà vu ces thématiques-là, mais sauf que c'est très bien fait là, c'est plutôt bien écrit, c'est plutôt finement écrit. Les personnages sont très sympas, alors évidemment, les animaux que sont chaque personnage, ça a un sens avec leur caractère, leur façon d'être, bien sûr, c'est pas du hasard. Donc c'est assez bien foutu. Et moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est les expressions faciales des personnages. Des fois, il arrive à mettre un changement d'ambiance juste avec les expressions faciales. Je vous parle pas des scènes en question parce que bon, là, ce serait du spoil. Mais il y en a une ou deux où juste en voyant le visage d'un personnage, on a le petit frisson de ah, c'est malsain. Donc bref, très bien dessiné, plutôt finement écrit, un très chouette contraste entre les dessins et l'histoire que ça raconte. Et franchement, ouais, une chouette lecture. Un joli petit coup de cœur de cette année aussi, ça en fait beaucoup des gens en début d'année là. Donc ouais, bien. Très très bien. Donc vivement la suite de Beneath the Trees. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au second bouquin de cette vidéo. Enfin, second. C'est 2 tomes en fait, mais bon. On va parler du fameux The One Hand and the Six Fingers de Ramvi et Dan Waters. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une histoire qui se compose de 2 séries. L'une écrite par Ramvi, The One Hand, et l'autre écrite par Dan Waters, The Six Fingers. Chaque numéro, du coup, c'est littéralement les 2 côtés d'une même pièce. Donc on suit dans The One Hand... Ah oui, j'ai même pas dit les dessinateurs, pardon. C'est Laurence Campbell et Sumit Kumar, au dessin respectivement. Donc The One Hand, ça parle du détective Hari Nassar, qui... Oui, pardon, j'aurais pu m'en souvenir, mais j'ai le bouquin là, alors on va pas à un. Ça vous arrive jamais d'oublier des trucs? Bon. Alors, le détective Hari Nassar, qui allait partir à la retraite, une retraite a priori bien méritée, sauf que le jour où il doit partir à la retraite, il se rend compte que ses collègues sont en train de lui faire des cachotteries dans le bureau d'à côté. Donc il va voir et il se rend compte que un dossier est en train d'être rouvert, et ce dossier, c'est le dossier d'un tueur qu'il a déjà arrêté plusieurs années auparavant, un tueur en série évidemment, qui a fait une trentaine de victimes quand même, et qui laisse sur les scènes de crime une empreinte avec du sang de sa main sur un mur, en plus de symboles dont on ne connaît pas la signification. Et donc, ce tueur sévit à nouveau, alors que c'est pas censé être possible, il est censé être en prison, en tout cas la deuxième version, parce qu'en fait il en a arrêté 2 versions déjà, et du coup, bah, forcément, lui, il dit « Ah ben non, je raccroche pas, l'affaire elle est à moi ». Donc, bah, il prend l'affaire pour lui, et on va suivre le monsieur qui enquête tout le long de The One Hand. Et de l'autre côté, on a The Six Fingers, où là, on suit le tueur, en fait. On suit le tueur, et on voit qu'il se passe des choses étranges, parce que on est sur une histoire typée polar, cyberpunk, puisque oui, je vous l'ai pas dit, mais on est en 2873. D'ailleurs, c'est un 2873 où la technologie, elle a pas évolué tant que ça, en fait. Hein. On est sur un cyberpunk un peu à la Blade Runner, plutôt qu'à la cyberpunk 2077, quoi. Et donc, dans The Six Finger, on suit le tueur. Évidemment, je vous en dirai pas beaucoup plus, parce que, déjà, j'ai lu que les 2 premiers, puisque, ben, moi je le lis en VF, et que j'ai lu avec l'édition d'Urban, dont on va parler un petit peu. C'est surtout pour l'édition que je voulais faire une vidéo sur ce récit, parce que
n'ayant pas encore fini le truc, je sais pas si ce sera bien jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé les deux premiers, ça c'est sûr. Mais ce qui m'a pas mal intéressé, c'est aussi l'édition. Alors, on reparlera peut-être du récit quand j'aurai lu les 5 tomes prévus. Ou 6, je sais plus, je crois que c'est 6, je sais plus, bref. Quand j'aurai le fin mot de l'histoire, quoi, on en reparlera peut-être. Si ça m'a plu, ou si je trouve qu'il y a des trucs intéressants à dire. Euh, pour l'instant, c'est pas mal, voilà. Si vous devez retenir un truc, c'est que pour l'instant, c'est même plutôt très sympa. C'est assez intriguant, et on a envie d'en savoir plus, donc cool. Mais donc, intéressant, parce qu'Urban a décidé d'éditer ça dans un... Alors, il y a un coffret qui est disponible, dans lequel on pourra mettre tous les tomes à la fin, mais au-delà du coffret, ils ont décidé d'éditer ça dans des espèces de floppy, enfin de floppy, oui, d'albums souples de 2 numéros, et à chaque fois, donc on a un numéro de One Hand, un numéro de Six Finger. Intéressant comme façon de faire, parce qu'en plus, c'est une série qui est une série à cliffhanger, on va pas se mentir, à chaque fin de numéro, bon, on essaye de nous donner envie d'aller voir la suite, c'est logique, hein, j'ai envie de dire, pour un truc épisodique, d'enquête, bon, c'est un peu la base. Et ils y arrivent plutôt bien d'ailleurs. Et du coup, donc ils ont édité ça comme ça. Donc tous les mois, on a un souple comme ça, avec 2 numéros, un de chaque série. Et on a ce petit coffret donc pour les ranger à la fin. Donc intéressant d'avoir fait ça comme ça, sachant que aux États-Unis, je crois qu'ils ont fait une édition TPB complète où il y a tout d'un coup. Donc bon, voilà. Ça, c'est plus pour coller à l'apparition Issues, du coup, forcément. Mais c'est intéressant d'autant plus que quand on est collectionneur comme moi, le coffret fait le taf, il est plutôt joli, je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, il est plutôt joli. Un côté, c'est évidemment Six Fingers, et l'autre, The One End. On peut rentrer donc les 6 tomes à la fin, et franchement, ouais, l'édition est sympa, c'est une bonne idée de la part d'Urban, je trouve. Pour cette série, ça s'y prête, parce que là, on parle vraiment de 2 séries qui se répondent, donc avoir tous les mois un numéro de chaque série, c'est cool. Comme aux US, en fait, je crois qu'elle sortait comme ça, un numéro de chaque série tous les mois. Donc oui, oui, bah un peu comme aux US en floppy, quoi. Les issues, elles sortaient, j'imagine, 2 par 2. Et du coup, ouais, cool, bonne idée de la part d'Urban. Je sais que les gens ont un peu râlé parce que le prix à la fin, je sais plus, je crois que ça donne un truc comme 40 €, 45 €, je sais plus, j'ai pas compté, j'aurais peut-être dû, hein, pardon. Donc ça fait un prix un petit peu élevé, mais on est sur une édition un peu originale, qui a le mérite d'exister et qui surtout, pour le coup, là, a du sens. Parce que, vraiment, ce sont 2 séries qui se répondent. Et avec des cliffhangers, et avec le côté enquête, et j'ai envie de savoir vivement le mois prochain pour avoir la suite de l'enquête, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt cool, ça se lit bien, Urban a eu une idée intéressante, je crois qu'elle a été validée par les auteurs en plus, l'idée, je crois que François Hercouet disait qu'elle avait été validée par les auteurs, donc sympa, sympa, et on verra à la fin si ça valait le coup, s'il y a une vraie montée en puissance, si la conclusion est décevante ou pas, parce que bon, on sait que sur les polars où on nous montre le truc en épingle, des fois, c'est un peu difficile à finir. Donc on verra, écoutez, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce début. Bon, entre les deux dont j'ai parlé aujourd'hui, j'ai une petite préférence pour Ministre de Trise, même si ça n'a absolument rien à voir. Bon, on parle de tueurs en série dans les deux, mais enfin, les récits sont quand même très différents, et la façon dont il traite le sujet est quand même bien différente. Donc bref, aujourd'hui, 2 bons comics. Un dont, pour le coup, j'ai la fin, et je peux dire que c'est top, et un dont j'ai pas encore la fin. Les lecteurs VO ont déjà donné leur avis, j'imagine. On verra. Mais en tout cas, l'édition est sympa. Je me suis dit que j'allais la soutenir, parce que l'idée est marrante. Après, faudrait pas qu'Urban se dise on va refaire ça sur trop de séries, parce que là, encore une fois, ça s'y prête spécifiquement, donc n'abusons pas. Mais, bonne idée. Bonne idée. Donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. À retenir que Beneath the Trees, c'est très bien, et il y aura une suite. Même si, Beneath the Trees, juste pour préciser, le récit se conclut quand même très bien, hein. On peut le lire tout seul. Si on lit jamais la suite, c'est pas grave, on a une fin, elle est bien. C'est une fin qui permet une suite, mais ça nécessite pas forcément d'aller dessus si jamais vous voulez vous arrêter là. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. 2 chouettes récits, 2 bonnes éditions, très différentes, mais 2 bonnes éditions. Voilà, donc merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous pouvez, c'est toujours chouette, ça aide un peu. L'abonnement, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à venir en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre.
Donc voilà, bah merci encore, et puis bah à la semaine prochaine.